20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indique à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Dans un contexte de mondialisation, la gestion logistique devient un élément primordial pour votre entreprise. Prévoir à court, moyen et long terme vous permet de poser des actions aujourd'hui afin d'obtenir des résultats futurs. Nous sommes Strat-Action, là où nos stratégies rencontrent vos actions. Strat-Action est composée de 3 logistiques professionnels, dont Alex Donnelly, Pierre-Alexandre Caron et moi-même, Maxime Maltais. Nous sommes ici pour répondre à un mandat très clair qui est d'effectuer la conception d'un nouveau centre de distribution de fruits, de produits laitiers et de légumes afin de bâtir une comptabilité financière adéquate. Donc, pour le plan de présentation, vous allez commencer par une analyse interne et externe de votre entreprise, suivi des parties prenantes qui vont faire partie de l'élaboration de nos stratégies. Par la suite, la problématique globale qui entoure le centre de distribution à Montréal, suivi du plan du bâtiment sur le niveau de la superficie et de la hauteur. Par la suite, la main-d'œuvre et les technologies qui seront utilisées dans cet entrepôt. Ensuite, la mise en œuvre de toutes ces stratégies et pour finir avec les perspectives d'avenir. Comme analyse interne, votre principale force, c'est vraiment votre système WMS. Votre système WMS qui est un système de code à bord. Code à bord très simple, impliqué, qui permet aux distributeurs et à vous de scanner les produits par SKU. Donc, un système qui est vraiment optimal. Les employés, vous avez déjà la formation, vous avez l'expertise, et puis ils sont déjà impliqués dans le processus du WMS, donc c'est vraiment un avantage, une de vos forces. Comme faiblesse, les contraintes produits, un processus qui est en alimentation qui consiste à conserver la température adéquate des produits. Donc c'est vraiment une faiblesse parce qu'il faut contrôler tout le temps ce processus-là pour avoir une certaine température. Et puis l'évaluation de la planification d'un main-d'œuvre qui est vraiment déficiente. D'une certaine façon, vous n'êtes pas capable d'évaluer comment un employé est rentable, comment un employé produit, puis son taux d'efficacité. Donc c'est vraiment une faiblesse. Au niveau des opportunités, on a déjà regroupé en deux. Au niveau des produits exotiques, produits culturels, on sait que la population est de plus en plus multiculturelle au Canada. Donc, une possibilité d'aller vers des produits cachers, des produits végétariens. Donc, vous voulez augmenter la quantité de produits, le nombre de SKU pour les 10 prochaines années. Donc, c'est une opportunité que l'entreprise pourrait aller. Au niveau des menaces, les normes au niveau de l'alimentation, ça change beaucoup. On veut le temps d'un produit très frais. Les normes alimentaires au Canada sont très hautes, donc il faut toujours tenir compte de ces normes-là. Et aussi les avancées technologiques des grands centres, aussi les grands centres de distribution, tout ce qui est grands supermarchés sont très avancés technologiquement, donc c'est une menace pour le tout en temps. Alors, pour ce qui est des parties prenantes, on a principalement 3. Donc, il y a entre autres les clients. Donc, les clients, c'est les détaillants. C'est eux qui fixent la demande. Donc, on doit s'adapter vraiment à eux. Puis d'ailleurs, c'est en se basant sur eux qu'on réussit à savoir combien il faut garder en inventaire et combien d'intrants extrants sortent de l'entreprise. Donc, pour garder un système d'inventaire adéquat, c'est grâce à eux qu'on va se baser sur eux, puis vraiment répondre à leurs demandes adéquatement. Il y a aussi le gouvernement, donc eux, c'est eux qui fixent les normes, l'assiette qu'il faut respecter. Les lois en général, on sait que c'est souvent un mouvement du côté de l'alimentation, donc il faut vraiment réussir à cerner ces lois-là, essayer de prédire des fois certains qui vont changer. Puis aussi, du côté de nos employés, on sait qu'ils sont syndiqués, ça c'est la troisième partie prenante. Heureusement, l'entente a été faite il y a 10 ans, donc la convention collective ne sera pas modifiée depuis. Toutefois, on sait qu'il faut toujours réussir à plaire autant aux employés qu'au personnel, donc ça va être important de modifier nos choix en conséquence, puis de les former adéquatement. Donc vraiment y apporter une formation qui vont les aider si on décide par exemple d'amener de la nouvelle machinerie. Donc on parlait aussi dans le cas de nouvelles machineries qu'on n'avait pas encore exploitées. Donc si on décide d'y aller de l'avant, il faut vraiment les former adéquatement. Pour la problématique en ce moment, notre entrepôt à Montréal, donc elle est pas au niveau de la capacité et du processus. Au niveau de la capacité, elle est presque atteinte. Donc, vous avez fixé des objectifs de croissance de 2% par année pour les 10 prochaines années. C'est impossible d'atteindre ces objectifs-là avec l'ancien entrepôt présentement à Montréal. Aussi des problèmes de congestion. Donc, l'entrepôt a besoin de rénovation, ce
qui est aussi les allées, tout ce qui est aussi dans la capacité qui va aussi avec. Donc, il y a des problèmes de congestion aussi au niveau de la machinerie. Tout ce qui est du processus, il y a une perte de productivité, comme je disais, qui est un peu en lien aussi avec les machineries. Et il n'y a pas d'ajout de nouveaux produits. Si vous voulez ajouter 4 de nouveaux produits d'ici 10 ans, donc on ne peut pas faire ces ajouts-là avec l'ancien entrepôt. Donc, opter pour une conception d'un gros centre de distribution à la base. Alors, on est allé chercher des chiffres qui vont nous aider à trouver, entre autres, la grandeur totale de la bâtisse qu'on va créer, puis la hauteur qu'elle doit contenir. C'est sûr que les chiffres que vous allez voir sont vraiment très élevés par rapport à ce que vous avez actuellement. Toutefois, c'est vraiment sur une base de 12 ans. On voudrait que la bâtisse reste en place durant 12 ans, donc c'est sûr qu'il va y avoir certains espaces de libre durant les premières années, mais au fil des années, ça va augmenter, puis on va s'assurer que la capacité est pleinement utilisée de toute la bâtisse. Alors, on est allé dans un classement de température, puisque c'est vraiment des normes qu'il faut respecter, donc on ne peut pas passer à côté de ça. On va les classer vraiment dans l'entrepôt par température. Puis, ici, vous pouvez voir, on a commencé par trouver en pieds carrés, ça équivalait à combien. On y a appliqué un taux multiplicateur de 2% durant 12 ans pour accroître proportionnellement la superficie que ça prenait avec l'augmentation des ventes. Puis, on y a augmenté de 4% de produits qu'on considère que ça va être l'augmentation des produits qui vont être vendus durant ces 12 années-là. Donc, ils vont commencer à vendre plus de produits. On y a mis aussi une marge d'erreur de 2%. La marge d'erreur, c'est aussi pour prendre en conséquence que peut-être qu'il va falloir un petit peu plus d'espace pour que les employés puissent circuler. Puis, c'est sûr que dans les calculs comme ça, il y a tout le temps une certaine marge d'erreur à prendre, ce qui équivaut à un total de 422 723 pieds carrés. Donc, c'est vraiment quasiment le quadruple de ce que vous avez actuellement. C'est vraiment un gros pas qu'on va faire, mais c'est vraiment essentiel pour l'entreprise d'y aller avec une grande capacité pour opter vers le futur et la pérennité de l'entreprise. Alors ici, vous pouvez voir en termes de graphique ce que ça représente en termes de proportion par température. Donc on peut voir que les plus grandes parts, c'est vraiment le lait, qui est à 118 000 pieds carrés. On a aussi les 55 Fahrenheit qui sont à 60 et les 35 et les 45. Donc, c'est vraiment les températures qui doivent rester au plus haut taux, souvent qui sont demandées de plus grande superficie. Donc, ça va coûter quand même cher en température et en électricité pour chauffer tout ça. Mais on peut voir que c'est quand même bien réparti. Donc, il n'y a pas vraiment plus de place qui est attribuée à un certain produit. Donc, c'est quand même équitable. Pour ce qui est de la hauteur des bâtiments, alors, on peut voir que on a commencé par utiliser les totales des palettes qu'on allait avoir de besoin. Donc, la première ligne en haut, vous pouvez voir, c'est les inventaires de palettes maximum qu'on retrouve durant l'année pour chaque température. Puis, on est allé avec les pieds cubes pour trouver ensuite le total. Et ensuite, on a mis un espacement de 20%. Donc, c'est certain que c'est pas tout compacté à un seul bloc. Il faut de l'espace pour bouger, il faut de l'espace entre les empactages et une marge de 5%. Donc ici, on peut voir les hauteurs maximales qu'on prend celle la plus élevée pour fixer la hauteur de notre bâtiment, ce qui donne 39 pieds de hauteur pour la bâtisse. Donc ici, on peut voir encore un graphique, ce que ça représente, puis c'est encore quand même réparti. Donc c'est pas en diminuant par exemple la hauteur du lait, combien ça prend de hauteur, qu'on va réussir à diminuer la hauteur du bâtiment. Donc, peu importe si on décide de réduire un produit ou pas, ça ne changera pas la hauteur du bâtiment en tant que tel. Pour ce qui est du nombre de portes de clés que pour le nouvel entrepôt, vous avez posé la question combien ça va prendre. Au niveau du volume, c'est 27% de croissance de vente au total qu'on estime au cours des 12 prochaines années. Donc, ça va être la différence aussi de volume entre les 422 000 qui vont se présenter et le 124 000 en ce moment dans notre entrepôt. C'est la différence entre Montréal et Laval pour pouvoir tenir compte pour augmenter le nombre de kits. Les camions, dans le fond, il y a 30 palettes par 53 pieds qui vont directement s'approvisionner aux portes. On ne connaît pas malheureusement le taux de roulement, donc ça prend combien de temps un camion va être chargé, déchargé, combien dans un corps de travail, combien de camions peut se prendre. Mais dans le fond, vu que le nombre exact n'est pas fourni non plus du nombre de kits en présentement, mais ça va dépendre aussi des corps de travail. Donc, un corps de travail de soir et de nuit, avec le taux de roulement, c'est facilement calculable avec la croissance des ventes estimées de 12 ans, le nombre de kits qu'il faut obtenir pour la nouvelle entrepôt.
Le modèle entrepôt, principalement, va être basé sur un système de décision. Le système de décision, c'est un ramassis de données qu'on va comptabiliser dans deux intranets. Deux intranets qui va être un système qui va être pour le marketing, puis un système qui va être pour les bases de données. Donc, on inclut là-dedans la production, qui est votre taux de production. On inclut les achats, notre entrepôt. Tout un système logistique va être basé sur une base de données qu'on va recueillir pour prévoir la demande. Puis, on peut aussi inclure les détaillants. Donc, par exemple, le métro Trois-Rivières a besoin de 2 caisses de tomates séchées. Donc, ça va être possible d'envoyer 2 caisses de tomates séchées. On va savoir directement en temps réel la demande réelle de nos centres de distribution. Donc, vraiment, une base de données comptabilisée. Et de cette façon-là, on va adapter un autre système qui est le WMS, comme on nous a parlé tantôt, ce qui va pallier avec une de nos faiblesses, qui est le manque de vision, de projection des prévisions. Donc, de cette façon-là, on a une implication verticale de toute la base logistique avec un système d'analyse. Pour enchérir, la première technologie qu'on essaie d'introduire dans votre entreprise, qui est un système de planification automatique. Ça s'est vu chez Sobeys présentement. Vos concurrents ont un avantage concurrentiel présentement. C'est un système de robot. Donc, le robot va, avec le système de WMS, scanner un produit et puis s'avancer et puis aller chercher directement les 2 caisses de tomates séchées, comme j'ai dit tantôt, dans l'étagère. Donc, un système de palettisation qui se fait automatique, le wrap qui se fait automatique, et puis sur un convoyeur directement envoyé pour être expédié. Augmentation d'efficacité, diminution du nombre d'employés à long terme, et puis aussi ça fait un lien avec le système de la décision. Donc, la commande sort, le robot ramasse la commande, va chercher les quantités, et puis la palette est prête en équivalent de 10 minutes. On utilise du WMS, comme je vous ai dit, un code barre, donc super facile. Le risque d'erreur est moindre parce qu'on enlève l'erreur humaine. Et puis les impacts, ça permet de contrôler la planification. On est capable d'évaluer la performance du système de robotisation, sa hausse efficacité. Puis en gros, c'est un système qui coûte cher, qui est dispendieux, mais qui est d'autant moins beaucoup efficace. Au niveau de la main-d'œuvre nécessaire, on vous a mentionné que les employés syndicaux, c'est une partie prenante de nos décisions. Donc, on estime qu'il y aura beaucoup d'emplois avec le nouvel entrepôt. Donc, avec la technologie que mon collègue vous a parlé, l'emploi, tout ce qui est assembleur, va être mis en place par un nouveau système de technologie, mais il va être réparti en plusieurs emplois dû à la croissance des ventes des 12 prochaines années. Donc, si en ce moment, 216 emplois sont faits pour 1,27, on arrive à un total de 275 employés d'ici 12 ans, mais les employés de l'emploi pour l'assembleur, excusez-moi, j'ai un peu de misère ça va être réparti au niveau des contrôleurs remiseurs premiers. Donc, ici, on tient compte aussi des départs à la retraite, des démissions, des impondérables. On arrive à ce chiffre-là, 275, sans coupure d'emploi et avec un jet d'embauche dans les prochaines années. Alors ici, il fallait aussi calculer le nombre de chambres à bananes qu'on allait avoir de besoin. Donc on y est allé vraiment simple. On a calculé encore une fois à partir des inventaires de palettes maximales qu'il fallait durant une année, avec un taux multiplicateur de 1,27 pour calculer avec le 12% d'augmentation de vente durant 12 années. Puis on sait qu'il faut 21 palettes par chambre maximum, donc ça équivaut à 64 chambres à bananes au total, tout simplement. Comme budget est mis en œuvre de toutes nos stratégies qu'on vous a énumérées, principalement, c'est la nouvelle structure logistique. On parle du robot, comme vous avez mentionné, la nouvelle entrepôt, puis le système d'implantation et le système d'investissement. On est allé avec des chiffres plus optimistes, comparativement pour un total de 140 millions. On parle de la nouvelle entrepôt, du système WMS et du système SAD. Information aux employés, on essaie de les former, les impliquer dans le processus. C'est un processus qui va durer environ 1 mois. Donc, vraiment, leur expliquer qu'il n'y aura pas de. Les autres vont voir ça d'une certaine façon, ils vont dire il y a des nouveaux robots, vous avez installé un nouveau système, ils vont dire c'est mon emploi qui est affecté. Mais d'une certaine façon, il est redistribué. Donc, les informer, ce temps-là va durer vraiment 1 mois. Les informer, puis vraiment les impliquer dans le processus. La formation, une formation de 3 mois. Donc, comment fonctionne le système WMS, un système qui est dispendieux. Si on investit des sommes astronomiques comme ceci, puis vous n'avez pas une formation adéquate d'au moins 2 semaines, c'est vraiment c'est tiré dans le pied. Et puis d'une certaine façon, on évalue qu'il y a une formation de 2 semaines par employé. Donc vos employés gagnent 40 $ de l'heure sur 2 semaines, ça fait environ 1500 $ par employé. Donc pour un total de 500 pour un demi-million. Et l'évaluation de
de nos systèmes et puis le contrôle, ça va se faire en continu pour vraiment optimiser efficacement nos 140 millions investis. Ce qui est des perspectives d'avenir, l'implantation de stratégie utilisée en ce moment, le l'entrepôt, peut être aussi mis en place à Québec, qui est le même type d'entrepôt qui est au niveau des fruits, légumes et des produits laitiers au Québec. Dans le fond, il y en a deux, un à Montréal, un à Québec, comme vous savez. Sinon, adaptation du système pour les non périssables. Dans le fond, le système aussi se base aussi sur les produits périssables, donc les fruits et légumes, mais aussi il peut être adapté pour les produits non périssables. Métro, vous avez environ 11 centres de distribution au Québec, dont 2 c'est juste pour les fruits et légumes. Il y a la possibilité d'adapter ce système-là pour les autres centres de distribution. Et finalement, la possibilité d'être grossiste, donc, qu'est-ce qu'on parle par là? Vous allez avoir une expertise assez forte au niveau de la distribution des produits périssables, non périssables. Donc, est-ce qu'on peut transporter cette expertise-là au niveau des restaurants, des centres connexes où pas juste servir les détaillants, mais aussi peut-être les pharmaceutiques, des produits un peu plus innovateurs, les restaurants. Donc, à long terme, c'est la perspective. Nous sommes 30 actions. Nous avons maintenant élaboré plusieurs stratégies. Il ne nous reste qu'une chose à faire, poser les actions. Nous sommes maintenant ouverts à une période de questions. Le nombre d'équipements mobiles nécessaires, qu'est-ce qu'il y en a? Bien, avec les statistiques qu'on vous a apportées avec le volume et puis la robotisation, on va garder les mêmes nombres d'équipements. Donc, c'est surtout pour le replenishment, qui appelle en anglais, qui est pour le remplissage. Donc, le remplissage se fait en arrière, donc les chariots en terre, les transférés vont être encore nécessaires. On peut aussi envoyer des équipements autres supplémentaires si c'est possible chez les détaillants. Donc, vraiment optimiser, parce que c'est cacophonique, là. Surtout avec les nouveaux systèmes de WMS qui vont rentrer, ça va être incontrôlable le nombre de palettes qui vont bouger. Donc, c'est vraiment important d'avoir suffire à la demande avec le même nombre d'équipements. Donc, on a le même nombre de volumes et puis transférer les équipements seulement au second détail. Le robot, j'ai de la difficulté au niveau de prendre un fruit, une tasse de fruits, une tasse de lait avec le robot. Comment il avait conçu au niveau des pertes, au niveau dans le fond, de la fragilité de la chose? Bien, comment ça fonctionne, c'est que le robot, c'est une palette qui monte. Donc, le robot va monter avec la palette, que ce soit un effet de levier, de tape ou comme on fait par exemple une entreprise connue de la microbrasserie qui est Blorat, qui tape la caisse embarque sur la palette, et puis la palette, il s'en va à une autre étape, tape la caisse, l'autre caisse embarque, ça se surenchaîne. C'est sûr qu'il va y avoir une difficulté au niveau de la superficie de la caisse, c'est pas souvent des caisses standards, mais vous allez l'adapter avec le 140 millions de budget, vous allez adapter les robots avec un bras levier qui est adapté pour prendre la caisse en considération de son volume. Donc, taper la caisse sur la palette et par la suite de rappeler. Donc, c'est super facile d'adapter. C'est un système de bras automatique. Il y a autant combien de modèles? Ben, autant que moyenne des palettes, on a pris le volume total des palettes, donc qui était par SKU, donc puis on a divisé ça par 3, qui était la longueur, largeur, hauteur, pour un volume total de 40 pieds environ. Donc, c'est une simple superficie de volume. Votre hypothèse de 2 de croissance et 4 de nouveaux produits, ça vient de où ça? Ça vient de vos données que vous nous avez fournies. Et puis ça, vous croyez aussi qu'on a raison de penser ça? Bien, en fait, c'est sûr que c'est quand même optimiste de votre part. Toutefois, comme on sait, Métro, c'est quand même une entreprise de grande envergure, puis la croissance de nos jours dans le secteur alimentaire ne fait qu'augmenter. Donc, on croyait que c'était vraiment quand même raisonnable de croire qu'il y a une augmentation de 2 puis une augmentation de 4 des produits. Bien entendu, vous, de la façon que vous l'interprétiez, c'était peut-être 4 par année. Nous, on est allé avec une augmentation de produits de 4 durant les 10 années. Donc, ça fait vraiment une différence. Donc, si on vient pallier à peut-être trop optimiser de vos calculs en utilisant une diminution de 4 Il n'y a pas un roulement s'il n'y a pas des produits, si on ne le vend plus, donc il y a moins de produits, on remplace des produits par d'autres. Mais c'est souvent ce qui arrive dans le secteur. Vous avez varié 4 annuel, donc il y a des produits qui disparaissent, comme par exemple le Coke, et on s'en rendu avec plusieurs nombres de SKU différents pour du Coke ordinaire. Donc, c'est des produits qui viennent remplacer, mais pour une moyenne globale de 4 Donc, c'est global. Au point de vue de vos technologies, vous avez apporté
là-dessus aussi, vous gérez vos clients, vos détaillants. La commande est sortie, WMS affiche le bon détail, puis soit que ce soit le robot qui va chercher la pain de lait ou que ce soit l'humain en tant que tel, vous êtes capable de savoir instantanément comment ça fonctionne avec WMS. Ça va être sur Un papier, bon commande, peu importe, ou un ordinateur, ou ça peut être des tablettes électroniques, ça peut être